Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Aujourd'hui, nous allons parler des microphones. Comment cela fonctionne, mais surtout comment on s'en sert. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude car j'avais pas envie de découper le sujet en 50 morceaux. Si vous êtes patient à la fin, il y aura quelques découvertes et je ne manquerai pas de y rajouter quelques anecdotes. Déjà, quelques bases. Le son, c'est une vibration de l'air, ok. La prise de son est limitée aux possibilités de l'air. Contrairement à la lumière qui est très fiable et très directionnelle, on peut fabriquer des objectifs, utiliser un diaphragme pour la concentrer en un point précis. Pour le son, non, c'est tout mou et ça part un peu dans tous les sens. Mais je dis pas, c'est pratique, ça évite de viser pour être entendu. Plus précisément, le son, c'est une vibration de la pression atmosphérique de l'air, trop rapide pour un baromètre, mais suffisamment pour faire vibrer de petites membranes comme nos tympans. Pour transformer ce son en signal électrique, on va utiliser ce qu'on appelle un transducteur. La transduction, ça ne fait pas mal, rassurez-vous, c'est ce que l'on fait quand on convertit une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Le rôle de base d'un microphone, c'est de convertir une vibration acoustique en une différence de potentiel électrique, de générer un petit peu d'électricité quoi. Pas vraiment beaucoup, juste de quoi pouvoir l'amplifier et en faire ce que l'on veut derrière, comme la reproduire avec des enceintes, l'enregistrer, etc. Il existe tout un tas de microphones, on va regarder ça, mais sachez déjà que tous les microphones partagent les mêmes principes techniques. Un micro est composé de plusieurs éléments. Déjà, bien sûr, il lui faut de l'air et un signal à lui faire passer dedans. Ça paraît stupide, mais une petite subtilité qu'on verra un peu plus tard. La capsule, c'est l'élément qui va vibrer dans le micro au contact de l'air. Cela correspond complètement à nos tympans. C'est forcément, vous vous en doutez, très fragile. Le signal en sortie de capsule est extrêmement faible. Un circuit électronique va se charger de préparer, d'isoler, de le filtrer. La qualité de cette électronique est déterminante pour la qualité du micro lui-même, et c'est souvent même une partie importante du prix. Bien sûr, l'électronique et sa capsule sont souvent dans le corps du micro et sont bien protégés. Ensuite, un câble pour acheminer le signal en sortie du micro vers un autre circuit électronique. Lui va se charger d'amplifier le signal afin de le rendre exploitable. Ce circuit s'appelle un préamplificateur. Chers amis, c'est là où ça devient intéressant et important. Déjà, la cohérence entre la capsule, son circuit électronique et le préampli sont extrêmement importants. L'un ne peut pas compenser les limites des deux autres. J'insiste pour ceux qui auront encore un doute, il est presque impossible de rattraper une mauvaise acoustique, une capsule défectueuse, une électronique mal conçue ou un préampli fatigué. Ça veut donc dire qu'il faut que vous étudiez précisément votre besoin en termes de micro afin d'éviter d'acheter un micro trop pourri par rapport à votre besoin ou un truc de luxe dont vous lui arrivez même pas à la cheville. Alors j'arrête pas d'en parler, on va ici concentrer un petit peu plus les capsules. Il en existe de différentes technologies qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. On désigne souvent le type de micro par rapport à son type de capsule, un peu comme les véhicules à essence ou à diesel. Je vais passer rapidement sur les micros à charbon qui ont été le premier type de micro qu'on a pu fabriquer. Vous les avez déjà vus dans des films, le son n'est pas génial, forcément vintage, mais on fait mieux depuis. On n'en trouve vraiment plus beaucoup aujourd'hui. Le type de micro le plus classique que l'on connaît, c'est le micro dynamique. Le principe est relativement simple. La capsule est une fine feuille de métal et avec est collée une petite bobine de fil électrique. La vibration de la capsule fait vibrer le fil et ça tombe bien car elle est à cheval sur un aimant permanent. Si vous vous souvenez un peu de vos vieux cours de sciences, quand on secoue un fil électrique à côté d'un aimant, ça induit un courant électrique. Avantage, il est solide, fiable et pas cher. Inconvénient, un peu sourd, pas très sensible. Pour aller au-delà des performances du micro dynamique, on a inventé le micro électrostatique, appelé aussi statique ou à condensateur. Celui-là, il est un petit peu plus violent. On va utiliser deux plaques de métal, extrêmement fines, très proches l'une de l'autre. L'une va être fixe et l'autre peut vibrer librement. Eh bien, je sais pas si vous savez, mais deux plaques de métal rapprochées l'une par rapport à l'autre, ça fait un condensateur électrique. L'électronique interne du micro va se charger, va plutôt charger les deux plaques en électrons, et l'évolution du rapprochement et de l'éloignement des deux plaques va faire évoluer la capacité du condensateur. Les changements de capacité électrique vont refléter les vibrations de l'air, on mesure ces changements de capacité, et voilà, vous avez un micro. Vous allez retrouver ce micro partout, là où il y a une exigence en termes de qualité du son, et là où on est prêt à mettre le prix pour avoir un signal haut niveau. Avantage, il est extrêmement sensible, plus que l'oreille humaine. L'inconvénient, c'est qu'il est fragile, cher, voire très cher pour certains, et demande une alimentation spécifique pour charger les plaques du condensateur en interne. L'approche de l'électrostatique est très intéressante, mais malheureusement on peut pas le mettre partout. Pour ça, on a inventé une petite évolution, le micro à électrette. C'est le même principe que l'électrostatique, sauf que les plaques vont être polarisées. Cela va simplifier les opérations liées au condensateur. Ce genre de micro, j'aime bien l'appeler le micro à dictaphone. On va le retrouver dans tout un tas de périphériques qui ont un micro intégré comme les boîtiers photo, les micros sur les enregistreurs légers, etc. Avantage, il est plutôt solide, plutôt fiable, le signal est plutôt correct. Inconvénient, c'est un peu le micro du pauvre. Il est plutôt pratique et bon, mais n'atteindra jamais le niveau d'un électrostatique. Contrairement à ce que vous pensez dans nos téléphones, il n'y a pas de micro électrette. Il y a mieux, le micro à MEMS, micro-système électromécanique. Il est extrêmement petit, on parle de quelques millimètres.
Avantage, il est petit, fiable et très peu cher. Inconvénient, faut pas rêver, c'est pratique, mais essayez donc d'enregistrer quelque chose de propre avec votre téléphone, on en reparlera. Rentrons maintenant dans le monde des micros moins connus. Déjà, les micros à ruban. C'est le genre de mélange entre l'électrostatique et le dynamique. Dedans, il y a un grand ruban en métal extrêmement fin qui se balade au milieu d'un aimant. Vous voyez venir le truc, ça va induire un courant, etc. Bon déjà, si vous en avez un dans les mains, vous le reposez, vous le remettez dans sa boîte en bois parce que c'est pas un jouet. Non seulement ils sont aussi sensibles que les électrostatiques, mais en plus ils peuvent accueillir une grosse pression acoustique. Ils sont capables d'arriver à vous donner un signal propre d'un chuchotement à 5 mètres et juste après encaisser un énorme coup de trompette dans la tronche. Et les micros de contact. Voilà un truc que vous ne connaissez pas, je pense. C'est simple, au lieu de capter la vibration de l'air, on capte la vibration d'une surface qui vibre, comme la caisse de résonance d'un instrument. On va les retrouver principalement en enregistrement de musique pour les pianos. Avantage, c'est indestructible, ça peut recevoir une forte pression acoustique et c'est totalement omnidirectionnel. Inconvénient, hormis le prix, l'usage reste vraiment limité. Sinon, il existe aussi des micros très spécifiques pour les ultrasons, mais c'est pas le sujet. Mais c'est drôle de jouer avec. Vous trouverez aussi des micros faits pour aller sous l'eau, les hydrophones. Un micro que tous les vidéastes connaissent, c'est le micro lavalier, appelé aussi le micro-cravate. Ça peut être une capsule dynamique ou électrette. Arriver à faire tenir une petite capsule de qualité dans une toute petite zone, ça c'est très compliqué et donc c'est coûteux. Évitez de trop gratter sur les prix de ce genre de micro, sinon vous serez vite déçu. D'ailleurs sur un micro, la taille des capsules compte. Plus la capsule sera grande, plus le micro sera sensible, notamment basse fréquence. C'est donc normal de trouver des micros haut de gamme avec de grandes capsules, mais il existe aussi des micros haut de gamme avec de petites capsules. Ces micros-là par exemple, ce sont de petits électrostatiques mais d'excellente qualité. Enfin le meilleur, le micro canon. Lui, vous l'avez déjà un peu vu un peu partout. En interne, c'est un micro électrostatique qui contient un tube bizarre, un tube à interférence. C'est un tube qui est semi-transparent pour les ondes audio. Tous les sons qui vont lui arriver de face au tube vont frapper directement la capsule et tous les sons qui vont arriver de côté vont se retrouver déphasés dans le tube et s'annuleront une fois arrivés sur la capsule. Grâce à ce mécanisme d'opposition de phase naturelle, ça va le rendre directif, voire très directif. Mais d'ailleurs, c'est quoi la directivité ? Eh bien, parlons-en maintenant. La directivité, c'est la capacité à récupérer du signal par rapport à l'angle dans lequel il arrive sur la capsule. Un micro directif arrivera à récupérer beaucoup de signal face à la capsule, mais très peu sur les côtés et derrière. Et un micro très peu directif récupérera à peu près autant de signal, quelle que soit la direction dont il vient. Et ça c'est important, indépendamment de la technologie de la capsule, et ça c'est important à bien comprendre, chaque micro est conçu pour avoir une certaine directivité. Autre point extrêmement important sur la directivité, elle dépend aussi de la fréquence. La directivité, c'est donc la capacité, pour une fréquence donnée, de récupérer un signal par rapport à l'angle où il arrive sur la capsule. Parce que le problème du truc, c'est que l'air, c'est pas de la lumière, l'air c'est un fluide et ça a ses limites. À basse fréquence, le son n'est pas du tout directionnel et à haute fréquence, le son est extrêmement directionnel. Ça veut donc dire, chers amis, qu'à basse fréquence, un micro est omnidirectionnel et qu'à haute fréquence, il est toujours très directionnel. Maintenant, dans les fréquences médium, notamment celles proches de la voix, plutôt chantée, on peut avoir une déclinaison de différentes directivités. Déjà, l'omnidirectionnel, il prend à peu près tout depuis partout. Ensuite, nous avons le cardioïde. La directivité est en forme de cœur. Le schéma que vous voyez, ça s'appelle un diagramme de Bode. Au centre, vous avez la capsule dirigée vers le haut. Plus le trait est éloigné du centre, plus le signal est fort, facile. Le cardioïde a donc une directivité en forme de cœur, c'est-à-dire que quand on lui parle à peu près vers le centre et légèrement sur les côtés, ça passe bien. Dès qu'on parle un peu plus sur les bords, on entendra beaucoup moins bien. Le micro avec lequel je vous parle est cardioïde. Si je vous parle bien en face, le signal est super. Maintenant, si je vous parle de côté, ça s'effondre et c'est beaucoup moins fort. Vous avez aussi le super et l'hypercardioïde qui renforce un peu plus le centre par rapport au bord en récupérant un petit peu de signal depuis l'arrière. Si on change les caractéristiques de l'électronique, on peut influencer sur la directivité. C'est un peu comme ça que l'on fait pour changer les directivités sur certains micros haut de gamme. Une autre directivité, elle prend du son dans les deux côtés. Ça s'appelle une directivité en 8 ou aussi bidirectionnelle. Le son est bien pris de devant et de derrière, mais pas sur les côtés. Enfin, les micros lavaliers n'échappent pas non plus aux caractéristiques de directivité, forcément. Ils sont souvent annoncés comme étant omnidirectionnels, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de sens. Quand vous en accrochez un, faites attention qu'il vise bien la bouche, sinon vous perdrez des aigus, c'est dommage. Vous voilà prévenu. Maintenant, cette capsule qui est dans le corps du micro, il faut la protéger. La protéger de quoi ? Stupidement du vent. Vu que c'est sensible à d'infimes changements de pression de l'air, si on se met à souffler dessus, forcément ça va pas aller. Pour ça, on va utiliser une bonnette. C'est un genre d'éponge en plastique avec des tout petits trous dedans qui va laisser passer l'air, mais pas trop. Ça vous bouffera un tout petit peu les aigus, donc si vous êtes en intérieur et que vous n'avez pas de soucis de vent, n'en mettez pas. Si vous avez à faire face à un vent vraiment sérieux, il existe des bonnettes sous forme de poils. On parle aussi de Dead Cat ou de Windjammer, suivant la marque. Là aussi, pareil pour les aigus, ne la mettez pas si vous n'en avez pas besoin. En intérieur, vos aigus sont plus importants que le design d'un animal poilu.
Pour les micros dans lesquels on a notre bouche qui est très proche, on va utiliser un genre de masque à micro que l'on appelle un filtre anti-pop. Les pops, c'est ces sons que l'on produit avec la bouche et qui sont globalement une grosse douille d'air que l'on envoie directement sur la capsule. Forcément, il aime pas trop. Là, j'ai enlevé mon filtre anti-pop et vous voyez que c'est vraiment pas du tout agréable. Dès que j'ai des sons de P, de B, c'est juste horrible, voilà. Oui, je le remets tout de suite. Et plus généralement, le filtre anti-pop protégera aussi des différents crachats qui sortiront de votre bouche. Je vous ai dit que c'était fragile une capsule. Ce qui est intéressant avec ce filtre, c'est qu'il vous prendra quasiment pas d'aigu. Comme on n'est jamais assez prévenant pour nos petites capsules de micro, pour éviter que les tremblements que peut subir le corps du micro se retrouvent récupérés par la capsule, il existe des systèmes de suspension à base élastique. C'est pas magique, mais ça peut aider. Bref, si votre micro est fourni avec, utilisez-la. Et j'avoue que c'est classe d'avoir ça dans son salon. Vu qu'un micro n'est pas encore capable de flotter tout seul dans l'air, il faut bien l'accrocher à quelque chose. On pense déjà au pied micro, ces saletés-là. C'est moche, c'est lourd, mais malheureusement on n'a pas trop le choix de faire avec et c'est très utile. Et accessoirement, ça peut vous aider à étendre le linge. Si vous avez des envies de mobilité, vous pouvez utiliser une perchette. Vous avez même maintenant fibre de carbone ultra légère, ultra solide, ultra cher. Après vous faites ce que vous voulez avec, c'est juste vos bras et votre dos qui va souffrir. Pour les plus gros besoins, vous avez des perches, comme au cinéma, enfin surtout au cinéma, pour aller chercher le son là où il est. Souvent en extérieur il peut y avoir des chocs, il existe donc cette construction intéressante. C'est la combinaison d'une cage, d'une suspension, d'un micro-canon et d'une bonnette à poil. Ça paraît pas mais c'est très léger, ça paraît cher et ça l'est, mais c'est parfait pour partir à la chasse au son. N'oubliez pas que le son ça passe mal à distance, donc plus vous vous rapprochez de la source, meilleur sera le signal. En sortie de la capsule, à travers son électronique de filtrage, vous aurez donc un câble. Je vais mettre de côté toutes les questions du sans fil parce que j'ai pas envie de m'énerver sur le sujet aujourd'hui. On va mettre aussi de côté les questions d'impédance parce que vous n'êtes pas venu aussi ici pour souffrir. Ce câble aura donc 2 connecteurs, un pour le signal et un pour la masse, pour ensuite aller dans le préamplificateur. Le souci, c'est que le signal qui va passer dans ce câble-là sera extrêmement faible et va être potentiellement victime de n'importe quel parasite qui va passer par là. Pour ça, on a inventé un truc extrêmement bien pensé, on va utiliser 3 câbles. Un qui va servir de masse électrique et les 2 autres câbles on va les appeler signal chaud et signal froid. L'électronique dans le micro va fabriquer, à l'aide d'un petit transformateur, 2 signaux indépendants qui vont être en opposition de phase. C'est là où ça devient fantastique. Si vous avez un parasite qui va se faire choper dans le câble, il le sera de façon identique pour les 2 signaux. À l'arrivée, on va le repasser par un transformateur qui va vous soustraire la différence entre les 2 signaux. La différence, c'est le bruit parasite. Il se fera donc annuler du signal du chaud. Ça s'appelle un signal symétrique. L'utilisation d'un câble classique avec 2 connecteurs masse et signal, on va l'appeler asymétrique. Pour un signal symétrique, on peut utiliser un connecteur jack ou une prise un peu spéciale qui s'appelle un connecteur XLR, une invention suisse. Ce connecteur est extrêmement solide, il devrait pouvoir résister à des coups de marteau. Ne le faites pas. Alors ce câble, on va le relier à quoi? Si vous avez bien réussi à tout suivre, eh bien au préampli. Ce préampli peut être un petit boîtier supplémentaire que vous avez dans votre installation, ça peut être un circuit électronique intégré dans un appareil qui va faire votre enregistrement, ou ça peut être dans le corps du microphone lui-même, notamment pour les micros USB. Si on devait faire une comparaison, le préampli est aussi important que la caisse de résonance dans un violon ou dans une guitare, ou aussi important que les pneus sur une voiture. Un mauvais préampli abîmera plus votre signal qu'autre chose, mais un très bon préampli permettra d'obtenir quelque chose de très propre d'un bon micro. Certains préamplis sont équipés d'une lampe pour amplifier le signal. Alors c'est pas une vraie lampe, Bien sûr, on parlera plutôt d'un tube électronique, un genre de triode ou d'un de ses cousins. Ce sont l'ancêtre des transistors. Pourquoi ne pas utiliser un transistor moderne qui ne prend pas de place plutôt qu'un dispositif vieillot qui chauffe, qui s'abîme avec le temps, qui est fragile, avec un mauvais rendement électrique et qui coûte un peu cher? Peut-être une question de mode, mais aussi que ce sont des dispositifs, en cas de saturation, qui auront des harmoniques paires, à comparer avec des transistors qui eux vont générer des harmoniques impaires. Cette information est extrêmement importante bien sûr, mais elle le devient plus quand on sait que les harmoniques paires sont beaucoup plus agréables à l'oreille que les harmoniques impaires. Autrement dit, l'amplification à lampe aura tendance à donner un son que l'on pourrait qualifier d'un petit peu plus chaud ou d'un petit peu plus rond. Donc si vous en avez avec des lampes, c'est très bien, si vous n'en avez pas, c'est pas si grave. Certains instruments comme les guitares et les basses électriques peuvent vraiment profiter. Sinon ça se simule aussi avec des plugins si vous y tenez vraiment. Est-ce qu'on en a fini? Presque. Nous allons parler d'une alimentation qui fait peur, une alimentation fantôme. Non, pour le coup, je blague pas, ça existe vraiment, ça s'appelle comme ça. Si vous avez précisément écouté ce que j'ai dit sur le micro électrostatique, vous devez vous demander mais comment des charges peuvent-elles arriver sur les 2 plaques du condensateur? Eh bien c'est simple, en alimentant le micro. Et l'idée c'est que le préampli renvoie par le câble où arrive l'audio une tension continue de 48 volts directement dans le micro. Oui, dans le même fil. Il pourra puiser dedans pour alimenter l'électronique intégrée. Seuls les connecteurs XLR peuvent recevoir cette alimentation. Si vous connaissez l'alimentation PoE dans les câbles Ethernet, c'est le même principe. Petit encart sécurité, cette alimentation ne doit être utilisée exclusivement que pour les micros électrostatiques. Pour le micro dynamique, ça va pas leur faire grand chose mais c'est un peu idiot. Pour les micros à ruban, vous les pétez.
donc ne l'activez que quand c'est nécessaire. Normalement, tous les préamplis qui acceptent une entrée XLR devraient pouvoir envoyer une alimentation fantôme. Je pense que j'en ai terminé pour la théorie, c'est le moment de se détendre un peu. Cette chose n'est pas un mannequin pour crash test, mais c'est un microphone stéréo. Dans chacune des oreilles, il y a un micro omnidirectionnel. Ça coûte un peu cher, c'est assez rare à trouver, ça sert dans tous les cas où on a besoin de simuler ce que va entendre un humain, notamment pour des questions d'acoustique. Avant de boucler cette vidéo, n'oubliez pas qu'un micro ne pourra jamais aller plus loin que ce que peut proposer l'air. Si vous voulez avoir un son de qualité, commencez déjà à préparer la source. Travaillez votre acoustique dans le lieu où vous enregistrez, avant même de commencer à réfléchir de comment vous allez dépenser vos sous avec un de ces micros d'origine allemande et qui brille. Oui, car vous n'avez pas forcément envie d'entendre le frigo qui se trouve à l'étage du dessous. Tout comme il existe de bons micros électrostatiques, il existe aussi de bons micros dynamiques. Choisissez la technologie qui vous correspond le mieux, entre la sensibilité, la solidité, la fiabilité et le rendu que ça peut avoir. Enfin, n'oubliez pas que le préampli compte beaucoup. Il peut tout gâcher et à partir de là, commencez à trouver la bonne configuration de vos rêves. Je pense avoir à peu près tout dit sur le sujet, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la commenter, de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important. Il y a un Twitter, un Discord et un Twitch qui vous attendent si vous voulez qu'on prolonge le sujet. Bonne journée sur Mediax Machina.